Bienvenue dans cette nouvelle explication. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut absolument saluer le travail de Monsieur Guisset, professeur au lycée Djinnabo et brillant technopédagogue. C'est grâce à son ingéniosité et à sa riche documentation que cette analyse détaillée voit le jour. Aujourd'hui, on va explorer le parcours complètement dingue de l'Europe, qui est passé d'un continent littéralement en ruine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à une véritable puissance mondiale écrasante. Au menu de notre exploration, on va d'abord retracer les grandes étapes de cette construction, avant de décortiquer ses réalités et ses institutions. On pèsera ensuite son véritable poids économique, on pointera ses failles et ses limites, et pour finir, on regardera ce que l'avenir lui réserve. C'est parti! Première étape, et pas des moindres, comment tout ça s'est mis en place chronologiquement. De la toute première alliance à l'Union telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est quand même fascinant de voir à quelle vitesse les choses ont bougé. Regardez bien, tout commence de façon presque modeste en 1951. Seulement 6 pays s'associent pour mutualiser leur charbon et leur acier. C'est la fameuse CECA. Puis, dès 1957, le traité de Rome lance la vraie machine économique avec la CEE. On enchaîne ensuite les vagues d'expansion, on signe le traité de Maastricht en 92, qui crée l'Union européenne officielle, jusqu'à intégrer massivement 10 pays d'un coup en 2004. Bon, il y a aussi eu des turbulences, évidemment, avec le fameux coup d'arrêt de 2020 et le départ historique du Royaume-Uni. Mais attention, il ne faut jamais oublier que derrière tous ces traités et ces acronymes, il y a d'abord eu des personnes, des visionnaires de génie comme Robert Schuman ou Jean Monnet. Leur objectif en créant ça, c'était de rendre la guerre entre la France et l'Allemagne non seulement impensable dans les esprits, mais matériellement impossible sur le terrain grâce à une totale dépendance économique. C'est ni plus ni moins la fondation de la paix européenne moderne. Et sur une carte, ça donne quoi ? Eh bien, ça s'est vraiment fait par vagues successives. On part d'un petit noyau concentré à l'ouest, puis l'Union s'ouvre progressivement vers la Méditerranée dans les années 80 et opère enfin un basculement géant vers les pays de l'Europe de l'Est juste après la chute du mur de Berlin. Un vrai puzzle qui s'assemble pièce par pièce. Deuxième grand point, les réalités communes. Parce qu'une fois les frontières dessinées, il faut bien comprendre comment toute cette mécanique fonctionne au quotidien. Alors le mot magique ici, c'est la supranationalité. Pour que le marché unique puisse tourner rond, les États membres acceptent de déléguer une petite part de leur souveraineté à des institutions au-dessus d'eux. Le Conseil donne le cap politique global, la Commission européenne propose et fait appliquer les lois, le Parlement assure que la voix des citoyens est entendue et la Cour de justice joue un peu l'arbitre en veillant au respect des traités. Et si on zoome un instant sur le Parlement à Strasbourg, c'est assez vertigineux. On parle de 720 députés qui siègent ensemble. La grande subtilité, c'est que ces sièges sont distribués selon le poids démographique des pays. Du coup, une puissance très peuplée comme l'Allemagne rafle 96 sièges, alors qu'une nation plus petite comme le Luxembourg en obtient 6. C'est un exercice d'équilibriste permanent pour que tout le monde s'y retrouve. Ce qui nous amène à notre troisième point, et c'est du lourd, on va parler du véritable poids économique de cette Europe unifiée sur l'échiquier mondial. Accrochez-vous car ce chiffre donne le tournis. 19 350 milliards de dollars de PIB en 2023. Oui, milliards. Cette montagne de richesse repose sur une population de 448 millions de personnes hautement éduquées. C'est exactement cette énorme force de frappe qui a permis de sortir de terre des titans de l'industrie comme Airbus ou Ariane Espace, des exemples parfaits de ce que la collaboration peut produire de meilleur. Mais le pouvoir de l'Union ne s'arrête pas aux grandes usines. C'est aussi un aimant mondial absolu. Regardez des pays comme la France ou l'Espagne. Ce sont tout simplement les destinations les plus visitées de la planète entière, rivalisant haut la main avec des monstres comme les États-Unis ou la Chine. Ça en dit très long sur son rayonnement culturel. Et évidemment, impossible d'évoquer cette puissance économique sans parler de l'euro. Apparu dans nos portefeuilles en 2002, c'est aujourd'hui l'une des très rares monnaies capables de tenir tête au dollar américain. D'ailleurs, petite mise à jour cruciale, la zone euro compte désormais 21 membres depuis l'entrée toute récente de la Bulgarie. Une belle preuve que le projet monétaire reste ultra attractif. Quatrième partie, car attention, tout n'est pas rose. Il faut absolument se pencher sur les faiblesses, les inégalités et les vraies limites de cette structure. Si on regarde les choses en face, on s'aperçoit que le continent est presque coupé en deux. D'un côté, on a cette fameuse mégalopole européenne hyper développée qui descend du sud de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Italie. C'est le cœur économique de l'Europe. Et de l'autre, on a les nations de l'Est, arrivées plus récemment, qui ont encore besoin de soutien financier massif pour attraper la locomotive de l'Ouest. Forcément, ces énormes écarts créent des frictions et des rancœurs tenaces. L'autre gros casse-tête, c'est que l'Europe ressemble de plus en plus à un menu à la carte,
C'est vraiment complexe. On a 27 membres dans l'Union, mais seulement 21 dans la zone euro, puisque des pays comme la Suède ou la Pologne font bande à part. Et pour couronner le tout, la zone de libre circulation Schengen exclut certains membres de l'UE, comme l'Irlande, tout en invitant des pays non membres comme la Suisse. Un vrai labyrinthe qui rend la gouvernance extrêmement compliquée. Et à ce labyrinthe structurel, il faut ajouter un défi purement humain et politique. Les statistiques sont frappantes. Depuis 2015 environ, la question de l'immigration a carrément dépassé l'économie et le chômage pour devenir la préoccupation numéro 1 des citoyens à travers tout le continent. C'est incontestablement le plus grand test de résistance pour la solidarité européenne aujourd'hui. Ce qui nous amène tout droit vers notre 5e et dernière partie. Face à toutes ces pressions, à quoi ressemble l'avenir de l'Union européenne ? Sur le papier, les chantiers à venir sont gigantesques. L'Union veut continuer de s'élargir vers les Balkans et l'Ukraine pour stabiliser la région. Elle cherche aussi désespérément à devenir autonome sur l'énergie, la défense et les technologies pour ne plus dépendre des Américains ou des Chinois. Et bien sûr, elle veut s'imposer comme le leader mondial de la transition écologique avec l'immense objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050. Rien que ça. Du coup, ça nous laisse avec une question presque existentielle. Comment cette machine monumentale va-t-elle pouvoir mener de front des plans d'expansion aussi ambitieux, tout en trouvant le moyen de colmater les énormes fractures économiques qui les ardent déjà ses propres murs ? C'est le vrai casse-tête de la prochaine génération de dirigeants européens. Merci d'avoir suivi cette explication détaillée. On espère que ça vous donne de bonnes clés pour comprendre les prochains grands titres de l'actualité mondiale.